Merci de nous rejoindre sur Radio Mali. À Bamako, il est 13h, 14h. À Marrakech, c'est au Maroc. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche à la une de cette édition, le voyage d'études des officiers supérieurs stagiaires de l'école de guerre du Mali. Ils sont à Ségou, dans la deuxième région militaire du pays. Le but de ce déplacement, consolider les leçons apprises et mieux comprendre la zone de Ségou et les potentialités de la région. Invité de ce 13h dimanche, Diakaridia Diara, il est directeur national adjoint de l'éducation non formelle et des langues nationales. Il sera question des activités de la journée internationale de l'alphabétisation qui se célèbre au Mali actuellement. Sur la scène africaine, le Maroc, au lendemain du terrifiant tremblement de terre, les secours s'activent et la solidarité s'organise. 2012 morts et 2059 blessés, c'est le dernier bilan provisoire du séisme qui a frappé le pays vendredi soir. Et puis nous parlerons de l'Union africaine, désormais membre à part entière du G20. Nous irons au Gabon où un gouvernement de transition de 26 membres est formé. Au Sénégal, le Premier ministre Amadou Ba est désigné candidat du camp présidentiel pour les élections de 2024. Toute l'actualité internationale dans ce 13h dimanche. Et puis, le journal des sports dans une vingtaine de minutes. C'est avec vous, Famourou Djourté. Bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Alors, quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? Dans la page sport, nous parlerons du match amical international qui mettra aux prises la Côte d'Ivoire et le Mali, en football bien sûr. Les éliminatoires de la 34e CAN se poursuivent et il sera également question de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta et le championnat d'Afrique junior filles de handball. L'actualité des sports, rendez-vous dans une vingtaine de minutes à ne pas manquer. Focus Santé ce dimanche porte sur le décollement de la rétine. Rendez-vous en fin de journal avec Barakissa Ouattara pour en savoir davantage. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Le journal. En ouverture de cette édition, ce voyage d'études des officiers supérieurs stagiaires de l'école de guerre du Mali. Ils sont 24 dans la région de Ségou pour 4 jours. Ce déplacement constitue pour eux un véritable espace de consolidation des leçons apprises. Il devrait permettre aux auditeurs de mieux comprendre la zone de Ségou, deuxième région militaire du pays, et des potentialités de la région. Cela en vue de mieux se préparer pour les postes de responsabilité qui les attendent à la fin de leur formation. Voyons le point avec Ramata Konaté. De guerre du Mali en voyage d'études à Ségou, la 4e région administrative du pays. Pour cette promotion de 24 officiers supérieurs, dont 2 personnels féminins, il s'agit de toucher du doigt la situation sécuritaire de la région et de mieux cerner les réalités de certaines structures, les potentialités de la région, entre autres. Après la visite de courtoisie au gouverneur de la région de Ségou, la présentation de la 2e région militaire, ces officiers stagiaires se sont rendus à la direction régionale de la police, aux ateliers militaires centraux de Markala, au camp de Bafo et dans certaines sociétés industrielles, entre autres. Colonel Youssouf Oumar Sissé, commandant de la zone de défense numéro 2. Ces officiers, au sortir de leur école, puissent être déjà armés, déjà préparés à affronter les défis du moment. Ce voyage d'études conduit par le colonel-major Yacouba Sanougou s'inscrit dans le cadre des activités pratiques de formation et d'enseignement de l'école de guerre du Mali. Selon lui, ces échanges et visites ont permis aux auditeurs de faire le lien entre les connaissances acquises à l'école et leur mise en œuvre sur le terrain. Quant aux officiers supérieurs stagiaires, par la voix de leur porte-parole, colonel Ibrahim Samassa, ils se disent satisfaits de ce voyage d'études et félicitent le commandant de zone et l'ensemble des forces de défense et de sécurité ainsi que les autorités régionales pour leur engagement, leur détermination pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Cette visite est d'autant plus un honneur qu'à l'issue de votre cursus à l'école de guerre, vous serez ces officiers supérieurs désormais aptes à exercer le commandement au plus haut niveau. C'est pourquoi je remercie et salue votre direction
et tous les membres du pôle d'enseignants et d'encadreurs de l'école de guerre du Mali pour les choix portés sur notre région. Cette deuxième promotion de l'école de guerre du Mali est composée uniquement d'officiers supérieurs maliens. Ségou Ramata Konaté et Cheikh Tangara pour l'ORTM. Alphabétisation au service du peuple pour une meilleure valorisation de nos langues nationales. Thème de l'édition 2023 de la Journée internationale de l'alphabétisation. Vendredi, le Premier ministre a lancé les activités de la journée qui s'étalent sur une semaine. On en parle avec l'invité de ce 13h dimanche, Diakaria Diarra, le directeur national adjoint de l'éducation non formelle et des langues nationales. Monsieur Diarra, bonjour. Bonjour, monsieur Traoré. Alors, que faut-il comprendre par le thème alphabétisation au service du peuple pour une meilleure valorisation de nos langues nationales? Alors, l'alphabétisation au service du peuple pour une meilleure valorisation de nos langues nationales, c'est le thème que la Commission nationale a choisi pour célébrer la Journée internationale de l'alphabétisation. Alors, ce thème vraiment est d'actualité. Avec l'officialisation de nos langues nationales, il est quand même question de donner une valeur vraiment à ces langues nationales-là. Et pour valoriser ces langues nationales-là, vraiment, il faut passer par l'alphabétisation. Parce que l'alphabétisation touche vraiment la population rurale. Et c'est la seule population rurale qui pourra vraiment utiliser ces langues dans tout ce qu'ils font dans leur activité génératrice de revenus, dans les activités de développement. Très bien. Vous avez justement, oui, allez-y. Donc, en alphabétisant quand même cette population, on passe forcément par les langues nationales et ça va donner une valeur vraiment à nos langues nationales. Très bien. Et vous parlez justement du statut d'officialisation de nos langues nationales. Oui, nos langues nationales qui sont officielles désormais. Qu'est-ce que cela va changer concrètement? Bon, cela va changer beaucoup de choses parce que vous savez que pour booster le développement d'un pays, il faut vraiment le faire dans une langue où la majorité de la population maîtrise. Et en officialisant les langues, si nous avons les moyens, nous pourrons vraiment faire tout ce qu'on fait dans nos langues nationales. Éduquer nos enfants, apprendre à lire dans les langues nationales, faire tout ce qu'on est en train de faire dans les langues étrangères, on pourra le faire dans nos langues nationales. Et quel est le taux d'alphabétisation actuellement au Mali? Bon, le taux d'alphabétisation actuellement, le chiffre que nous avons est de 2019, où le taux était à 30,76%. Pour les adultes. D'accord. Voilà, ça c'est le taux d'alphabétisation des Maliens qui des savent Maliens écrire et lire. Écrire et lire et calculer dans sa langue, dans une langue au moins. D'accord. Voilà. Alors le Premier ministre a lancé les activités de la journée qui s'étalent sur une semaine. Qu'est-ce qui est au programme comme activité? Bon, comme vous l'avez signalé au début de l'émission, le lancement a eu lieu au CICB le vendredi 8 septembre et c'était parrainé par le Premier ministre. Et ensuite, toute la semaine durant, on va faire beaucoup d'activités comme l'émission qu'on est en train de faire actuellement. L'invité du jour, il vient de quitter la télé pour Actu Hebdo. Donc des ça rend activités de sensibilisation, effectivement, c'est des outils de sensibilisation. D'accord. Et le mardi 12, il y aura une grande conférence débat au niveau du Centre national de ressources de l'éducation non formelle, l'ex-DENAFLA, où tout le monde est invité. On va parler toujours d'alphabétisation. Et il y aura la clôture à Yelekebougou, sur la route de Kolokani, dans le cercle de Kati. D'accord. Alors, le pays, aujourd'hui, dispose-t-il concrètement d'infrastructures, des ressources humaines et financières nécessaires pour mieux alphabétiser les citoyens? Naturellement, nous avons au niveau de l'État 3 structures déjà qui œuvrent à matérialiser vraiment cette officialisation. D'accord. Vous avez la Direction nationale de l'éducation non formelle des langues nationales, dont je suis le directeur adjoint. Il y a le Centre national des ressources de l'éducation non formelle et il y a l'Académie malienne des langues qui fait vraiment la recherche linguistique. D'accord. Donc, en synergie vraiment, je pense quand même que la ressource technique, matérielle et disons humaine sont vraiment disponibles. Maintenant, pour le côté financier, peut-être c'est là où je ne peux pas trop m'aventurer, parce que si vous prenez aujourd'hui, on a moins de 3% du budget alloué à l'éducation qui est alloué à l'éducation non formelle. D'accord.
Donc ça reste un défi pour vous. Ça reste un défi. Alors en attendant, qu'est-ce qui est mis en œuvre pour alphabétiser les citoyens et valoriser davantage nos langues nationales? Bon, déjà, comme vous l'avez dit, hein, nous avons nos structures régaliennes qui alphabétisent. Nous avons au moins 4 types de centres. Nous avons les centres d'alphabétisation fonctionnelle qu'on appelle CAF, qui reçoit un peu les adultes, hommes et femmes. On les apprend à lire, écrire et calculer en même temps. On les initie à une activité génératrice de revenus. Et nous avons les cafés, pas café qu'on prend, mais c'est le centre d'apprentissage féminin. D'accord. Et là aussi, c'est uniquement ouvert aux femmes. D'accord. Là où il y a actuellement 4 filières, il y a l'agroalimentaire, la couture, la coiffure, esthétique, et il y a la saponification et la teinture. D'accord. Donc, et nous avons aussi les CED, les centres d'éducation pour le développement, qui sont ouverts vraiment à des jeunes de 8 à 15 ans qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou bien qui ont été déscolarisés, qui ont été déflatés du système scolaire. Qui viennent apprendre les métiers à travers les langues nationales. Voilà, en même temps, on lit, écrit, calcule, en même temps, ils apprennent un métier. Très bien. Alors, un dernier mot avant de vous laisser partir, M. Diarra. Oui. Est-ce que vous avez un message particulier à passer? Bon, le message que je peux faire passer, c'est vraiment l'adhésion de tout le monde. On appelle vraiment l'adhésion de tout le monde parce que ce n'est plus l'affaire de nos structures, ça devient une affaire nationale. Et il faut l'adhésion et des autorités politiques et des collectivités territoriales et du secteur privé. Même vous, les journalistes, vous êtes vraiment invités à vous impliquer davantage pour faire passer le message qu'il faut forcément vraiment l'alphabétisation pour booster le développement d'un pays. Très bien. Monsieur Diarra, je rappelle que vous êtes Diakari Diarra, directeur national adjoint de l'éducation non formelle et des langues nationales. Merci d'être passé par là pour répondre à nos différentes questions. L'actualité internationale dans quelques instants. Le bilan est macabre, plus de 2000 morts et plus de 2000 blessés. Triste bilan encore provisoire du séisme de magnitude 0,8 qui a frappé le Maroc vendredi soir. On en parle avec vous, Nouroum Sissoko, bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Alors, face à ce désastre, face à ces deux astres, la solidarité internationale, notamment le Mali, s'est manifestée très rapidement. À commencer par le gouvernement du Mali, dans un communiqué ainsi libellé, le gouvernement de la transition a appris avec une vive émotion le drame causé par le violent séisme qui a frappé le royaume du Maroc dans la nuit du vendredi 8 septembre 2023, occasionnant de nombreuses pertes en vies humaines, des blessés et des dégâts matériels importants. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement de la transition, au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et du peuple malien, adresse à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, au gouvernement et à l'ensemble du peuple frère du Maroc, sa profonde compassion et ses sincères condoléances. Le gouvernement de la transition prie Dieu, le tout miséricordieux, pour le repos éternel de l'âme des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Alors, Nouroum Sissoko, ces réactions au-delà du Mali se sont multipliées à travers le monde. Le Secours populaire et la Fondation de France ont mobilisé au total 350 000 € et lancé un appel aux dons pour parer à l'urgence et penser à la reconstruction. L'association Architectes de l'Urgence s'est déclarée prête à envoyer des tentes et du matériel d'urgence dans l'Hexagone. Les associations franco-marocaines ont lancé des collectes d'argent, de produits de première nécessité, de vêtements. Peu à peu, toute la planète a pris la parole pour présenter ses condoléances au Maroc. Le président de la Commission de l'Union africaine, l'Égypte, l'Arabie saoudite, les dirigeants ukrainiens, russes et chinois, le pape François. Le monde entier est avec le Maroc dans cette période difficile et nous sommes prêts à lui apporter toute l'aide possible, a déclaré le Premier ministre indien, hôte du sommet du G20 ce week-end à New Delhi. L'Algérie, qui a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc l'an dernier, a annoncé l'ouverture de son espace aérien aux vols humanitaires et médicaux pour le Maroc et se dit prête à fournir une aide humanitaire, tous ses moyens humains et matériels. Le président des Émirats arabes unis a ordonné la mise en place d'un pont aérien. La Turquie, frappée en février dernier par un séisme qui a fait plus de 50 000 morts, a proposé son aide, comme les États-Unis, l'Irak ou le Conseil européen. L'Espagne comme Israël vont envoyer des secouristes. Pour ce qui est de la France,
Elle est prête à aider au premier secours, a souligné le président Emmanuel Macron. Ibrahima Traoré sur le même sujet. Nous venons de lire le communiqué du gouvernement de la transition du Mali. Alors, Nouhoum Sissoko, je reste un peu avec vous, 2 jours après ce tremblement de terre. Et dites-nous quel est le bilan humain et matériel en ce moment dans le royaume chérifien. Le Maroc est toujours sous le choc après ce violent séisme qui a frappé la région de Marrakech. Le dernier bilan des autorités marocaines fait état d'au moins 2012 morts et 2059 blessés. Un deuil national de 3 jours a été décrété par le Palais royal. Les villages d'Asni ou encore d'Ouy Argan sont quasiment détruits. Les maisons traditionnelles construites en pierre et en argile sont particulièrement vulnérables. La mosquée Karbouche de la célèbre place Djema Elfna s'est affaissée, tandis que les anciens murs de la Médina, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont touchés et des milliers de maisons effondrées. C'est une ambiance de désolation, de chaos et de fuite de villageois désormais sans abri qui ne veulent pas rester dans les montagnes où la situation est dramatique. Ibrahima Traoré. Merci beaucoup, Nouhoum Sissoko. 3 jours de deuil décrétés donc au Maroc et au Mali. 3e jour de deuil national également, suite à l'attaque terroriste contre le bateau Tombouctou et une position des femmes dans la région de Gao. L'Union africaine est membre à part entière du G20. Cette décision a été prise hier lors du sommet des 20 économies les plus puissantes au monde à New Delhi, en Inde. Une décision unanimement saluée par les dirigeants du continent. On en parle avec vous. Bourama Traoré, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors l'adhésion de l'Union africaine au G20 est le résultat d'une lutte de longue haleine. C'est l'épilogue d'une bataille de plusieurs années. L'Union africaine à la table des puissants du monde s'est actée depuis hier samedi à New Delhi en Inde qui a abrité le sommet du G20. Il était donc temps pour un continent qui regroupe 55 États totalisant 3 000 milliards de dollars de PIB. Un signal fort pour l'Afrique et une victoire diplomatique pour l'Inde. Naturellement, cette entrée de l'Union africaine au G20 a fait réagir les dirigeants du continent. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué l'entrée de l'Union africaine et souligné le besoin d'une coopération multilatérale pour lutter contre l'insécurité alimentaire et énergétique. Faut-il le préciser, l'Afrique du Sud était déjà représentée au G20 comme unique État africain. Le Comorien Azali Assoumani s'est félicité de l'aboutissement d'un combat de longue haleine. C'est un grand jour pour l'Afrique tout entière, indique le président en exercice de l'Union africaine. Quant au président du Nigeria, Bola Tinubu, il a fait part de son impatience pour faire progresser les aspirations des Africains sur la scène mondiale en utilisant la plateforme du G20. Pour le Kenya, William Ruto, ce siège permettra de façonner les décisions du G20 pour garantir la promotion des intérêts du continent. Le président sénégalais Macky Sall parle tout simplement d'une décision historique. Enfin, le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahama, estime que l'intégration de l'UA offre désormais un cadre propice pour amplifier les plaidoyers en faveur du continent. En définitive, c'est une victoire diplomatique du continent à condition que l'Afrique ait réellement la voix au chapitre pour défendre les intérêts de sa population. Merci beaucoup. Bourama Traoré. Au Gabon, le Premier ministre de transition Raymond Dong Sima forme un nouveau gouvernement de 26 membres. La liste de cette nouvelle équipe est rendue publique a été rendue publique hier samedi. Lassine Keita nous présente ce gouvernement. Un nouveau gouvernement de 26 membres pour mener la transition au Gabon est formé par le Premier ministre Raymond Dong Sima. Sur ces 26 membres, 23 sont nouveaux. 3 ministres de l'ancien régime restent dans l'exécutif, à savoir Camélia Ntuntume Lerk, qui conserve son portefeuille de ministre de l'Éducation nationale. Changement de portefeuille entre Herman Imongol, ancien ministre des Affaires étrangères, qui devient ministre délégué auprès de la présidence de la transition, chargé de l'intérieur et de la sécurité, et Raphaël Ngazouze, qui passe à la fonction publique. Les femmes occupent une place de choix dans la nouvelle équipe. C'est le cas du numéro 2 du gouvernement, Muriel Menkoué Mentsa, ministre de la réforme des institutions. Les affaires étrangères reviennent à Régie Onanga Ndiaye. Le général de brigade Brigitte Onka Nova assure les fonctions de ministre délégué auprès du président de la transition chargé de la défense nationale. Le ministère de la Justice et le porte-parole du gouvernement est confié à l'opposant Paul Maurice Gondjou. Marcel Abeke est le nouveau ministre du pétrole.
Quant à Hervé Patrick Opianga, il dirige le département des mines. L'activiste et économiste Maï Mouissi est promu ministre de l'économie et des participations. Le ministère des Eaux et Forêts revient au colonel Maurice Ntonsui, un proche du président de la transition, le général Brice Oligui Nguema. Dans ce nouveau gouvernement, l'opposition bénéficie des fonctions de porte-parole du gouvernement et de poste de garde des Sceaux. Mais la plateforme d'alternance 2023 ne fait pas partie du nouveau gouvernement. C'est un gouvernement de restauration selon un membre de la plateforme. Voilà donc Ibrahima Traoré, l'ossature du nouveau gouvernement gabonais. Merci beaucoup, Lassine Keïta. Présidentiel au Sénégal, le Premier ministre Amadou Ba, candidat officiel du camp présidentiel pour les élections de 2024. Il a été désigné hier samedi par l'actuel président Macky Sall qui renonce à briller un troisième mandat. Mohamed Sangari, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors, Amadou Ba était déjà annoncé comme favori. Oui, c'est lui qui était donné comme favori parmi les 11 candidats. Amadou Ba a finalement remporté la course à la succession du président Macky Sall. Il est le seul candidat de la coalition Benno Koyaka à annoncer le président dans un message lu depuis la présidence où il s'est trouvé hier samedi avec l'ensemble des représentants des partis de sa coalition. Amadou Ba, 62 ans, est un technocrate. Il était perçu par les Sénégalais comme le dauphin naturel de Macky Sall en tant que chef du gouvernement depuis septembre 2022. Un homme très proche du président. Il a été ministre des Finances mais aussi ministre des Affaires étrangères, ce qui lui donne une certaine stature internationale. Mais c'est aussi une candidature qui divise au sein du parti de Macky Sall, l'Alliance pour la République. On lui reproche notamment de ne pas être un militant du parti de la première ère. À voir donc comment la coalition Benno Koyaka, constituée de partis très différents, va survivre à cette annonce. Certains membres, comme les socialistes, ont déjà dit vouloir avoir leur propre candidat pour 2024. Ibrahim. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Mohamed Sangari. L'actualité des sports dans quelques instants. Le sport, Famouri Djourté, est bien installé, hein? Très bien, Ibrahima Traoré. Football, d'abord, les Aigles du Mali se préparent pour affronter les éléphants de Côte d'Ivoire en amical. Oui, c'est le rendez-vous le plus attendu par le public sportif malien cette semaine. Le Mali et la Côte d'Ivoire s'affronteront dans un match amical international, un duel épique entre deux grandes nations du football ouest-africain. Durant cette fenêtre FIFA, des équipes prévoient de se rencontrer dans des matchs amicaux. C'est le cas de ce match amical international Côte d'Ivoire-Mali qui aura lieu mardi le 12 septembre à Abidjan au stade olympique Alassane Ouattara à partir de 20h GMT. Un derby ouest-africain entre deux pays déjà qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les Aigles du Mali restent sur une victoire 4-0 face au Soudan du Sud alors que les éléphants sont venus difficilement à bout du Lesotho par 1-0. C'est à l'occasion de leur dernière journée dans les éliminatoires de la 34e CAN. La dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 continue. 3 nouveaux pays se sont qualifiés hier samedi. Oui, effectivement. Il ne fallait surtout pas rater le match entre la Mauritanie et le Gabon. Les deux équipes étaient sur le fil du rasoir et pouvaient dire adieu à la prochaine phase finale de CAN à tout moment. Finalement, c'est le Gabon qui ne participera pas à la plus grande messe du football continental. Les Panthères ont été battus 2-1 à Nouakchott par les Mourabitoun. Avec 10 points, la Mauritanie termine deuxième derrière la RDC, 12 points qui a dominé le Soudan par 2-0 au stade des Martyrs. Dans le groupe L, le match entre le Mozambique et le Bénin s'est terminé en faveur des Mamba du Mozambique sur le score de 3-2. Ainsi, le Mozambique décroche le deuxième billet du groupe pour accompagner le Sénégal à la prochaine CAN. Le champion d'Afrique en titre, le Sénégal, a fait match nul 1-1 contre le Rwanda. Le 22e billet qualificatif pour la CAN se jouera ce dimanche entre la Gambie et le Congo dans le groupe G. Les Scorpions de la Gambie avec 9 points peuvent se contenter d'un match nul, tandis que les Diables Rouges du Congo avec 6 points doivent impérativement s'imposer pour se qualifier. Il est à rappeler que dans le même groupe, les Aigles du Mali ont dominé, je le disais tout à l'heure, le Soudan du Sud 4-0 vendredi au stade du 26 mars.
Le Mali termine donc en tête avec 15 points sur 18 possibles, tout comme l'Égypte. Seule l'Algérie avec 16 points a fait mieux lors de ces éliminatoires. Les 2 derniers qualifiés seront connus mardi, le 12 septembre, à l'issue du match entre le Cameroun et le Burundi dans le groupe C. Justement, parlons de cette affaire judiciaire. La Fédération camerounaise de football, où la mise en œuvre du verdict du tribunal arbitral du sport déclarant nul et de nul effet des résolutions de l'Assemblée générale du 27 août 2022 rencontre toujours des résistances. Expliquez-nous de quoi s'agit-il concrètement, Famourou. Il faut reconnaître qu'au Cameroun, le ballon ne tourne pas toujours au rond. Les stades ont laissé la place à un véritable champ de bataille juridique. La situation ne s'est pas arrangée depuis que le tribunal arbitral du sport, TAS, a rendu son verdict le 15 août 2023 dans l'affaire opposant Gimbaye Gatama et consort à la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. Le TAS a déclaré nul et de nul effet les résolutions prises par la FECAFOOT lors de son assemblée générale du 27 août 2022, une sentence qui devait rétablir l'ordre dans le football camerounais, mais qui se heurte à une résistance acharnée de la part de l'instance dirigée par l'ancien footballeur Samuel Eto'o. Lors de sa session du 27 août 2022, l'Assemblée générale de la FECAFOOT a procédé à l'élection des membres de ces différents organes juridictionnels. Le point était inscrit à la résolution numéro 15 du comité final des travaux. Or, dès lors que le TAS a déclaré la nullité de la résolution numéro 15, les membres élus au sein des organes juridictionnels lors de l'Assemblée du 27 août 2022 perdent automatiquement leur qualité et les décisions prises par ces derniers depuis la date de leur élection sont simplement nulles et de nul effet. Le problème, c'est que la FECAFOOT n'a pas la même approche. Elle maintient les organes dissous par le TAS, alors que l'article 14 alinéa 1A des statuts de la FIFA dispose que les associations membres ont l'obligation d'observer en tout temps les statuts, règlements, directives et décisions des organes de la FIFA ainsi que celles du tribunal arbitral du sport TAS. L'alinéa 3 du même article sous-entend que la violation de l'alinéa 1A entraîne des sanctions. Celles-ci vont de la suspension temporaire avec effet immédiat à l'exclusion de l'association membre concernée par le conseil de la FIFA. La FECAFOOT ne serait donc pas à l'abri d'une mauvaise surprise puisque certaines parties prenantes ont d'ores et déjà saisi la FIFA pour signaler le non-respect de la décision du TAS du 15 août 2023 par la FECAFOOT. Cette affaire est donc loin d'être terminée. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Revenons chez nous au Mali à présent pour parler des demi-finales des demi-finales de la Supercoupe au colonel Assimi Goïta qui commence ce lundi. Oui, les 4 demi-finalistes sont le CNT, Tombouctou dans le groupe A, Bamako et Ségou dans le groupe B. Les demi-finalistes sont programmés pour lundi et mardi avec comme affiche CNT Ségou lundi à 16h et Bamako Tombouctou mardi à 16h également. La finale est prévue pour le 16 septembre 2023 à Koulikoro. Et Abdul Karim Kaba est sur place pour nous faire vivre tout ce qui s'y passe en temps réel. Le championnat d'Afrique junior filles de handball se poursuit à Monastir, c'est en Tunisie. Le Mali a perdu ce samedi face à l'Algérie 36-22. Oui, c'est la deuxième défaite de l'équipe malienne dans le tournoi. Le Mali joue aujourd'hui au compte de son dernier match de groupe et ce sera contre la Tunisie, pays hôte de la compétition, à 18h30 GMT. Les juniors filles du Mali restaient sur une victoire contre Madagascar vendredi avant de s'incliner ce samedi 36-22 devant l'Algérie. Pour le moment, les juniors filles du Mali enregistrent une victoire et 2 défaites en 3 sorties au championnat d'Afrique de handball. Merci pour toutes ces informations sportives, Famourou Djourté. À dimanche prochain. Inch'Allah. Inch'Allah. Du sport à la santé, Justin Dingel. Focus santé. Le décollement de la rétine, sujet de Focus Santé ce dimanche. De quoi s'agit-il? C'est la séparation de la rétine, l'organe sensible de la vision, de la couche sous-jacente à laquelle elle est attachée. Une pathologie rare qui peut mener à une cécité si elle n'est pas traitée à temps. Les facteurs de risque sont la myopie, le diabète ou encore l'hypertension artérielle. Focus Santé, une réalisation de Baraki Sawatara. La rétine, c'est cette membrane qui tapisse le fond du globe oculaire. C'est elle qui transforme la lumière en électricité pour le cerveau. Et lorsqu'elle se décolle de la paroi de l'œil, elle n'est plus fonctionnelle. Dr Saïgounon, chef du département clinique au CHU Utah. Et s'il y a décollement de rétine, la rétine n'est pas en mesure de fixer les images. Donc les premiers signes qui arrivent, c'est qu'il y a une amputation de la vision. Donc la partie de la rétine qui est décollée ne parvient pas à capter l'image. Par exemple, si c'est la partie supérieure qui est décollée, la personne a du mal à voir tout ce qui est en inférieur parce que l'image est inversée et vice-versa.
Les causes du décollement de la rétine sont nombreuses. Généralement, c'est les pathologies chroniques comme la rétinopathie diabétique, le diabète et surtout la drépanocytose. Donc c'est des lésions qui entraînent au niveau de la rétine des proliférations, des saignements et ce qui entraîne une traction au niveau de la rétine et ça entraîne un décollement, une séparation des couches de la rétine. En dehors de ces pathologies chroniques, le décollement de la rétine peut être dû à un traumatisme oculaire. Il y a aussi des décollements de rétine idiomatiques, c'est-à-dire sans cause. Ici, au Mali, une personne sur 100 souffrirait de cette pathologie. Ce n'est pas une pathologie très fréquente, mais dès que ça survient, c'est susceptible d'aboutir à une cécité, une perte de la vision. C'est ce qui fait la gravité de la maladie. La chirurgie constitue l'unique recours envisageable devant un décollement de la rétine. Dr Saïgounon, chef du département clinique au CHU Yota. Le traitement du décollement de la rétine est totalement chirurgical. Il n'y a aucun médicament qui peut guérir le décollement de la rétine. Et cette intervention, c'est pratiquement la chirurgie la plus lourde pour l'ophtalmologie. Selon une évaluation du CHU Yota, les cas opérés du décollement de la rétine ont recouvert la vision à hauteur des normes de l'OMS dans plus de 87%. C'était la Focus Santé, une signature de Barakissa Ouattara. C'est donc tout pour ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la mise en onde de Mokhtar Touré, à la mise en ligne Cheikh Abdoulaziz Koulibaly, à la réalisation Lassine Keita, la coordination éditoriale est assurée par Bourama Traoré. Retrouvez dans quelques instants Koumba Sissé dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine, et à 19h30 la grande édition du soir. Excellent moment de radio en notre compagnie.